Bonsoir à tous. Je ne sais pas qui est là. En tout cas, bienvenue à ce webinaire sur la transformation digitale. Je crois que sur le mois de juin, c'est le premier. C'est le premier que nous avons et c'est avec un réel plaisir que je vais l'animer. Donc, je vous présente rapidement l'agenda. On a pris un peu de retard. Donc, je vais vous parler du digital, quatrième révolution industrielle, une sorte de résumé d'un des webinaires qu'on aurait dû organiser en début de mois. Ensuite, je vais échanger, partager avec vous comment les entreprises ont appréhendé la transformation digitale. En gros, comment elles ont fait leur transformation digitale. Et on va voir comment gérer sa transformation digitale quand on a une entreprise, une industrie et quand on est en Afrique. Il y a des micros ouverts. Jean-Philippe, je ne sais pas si c'est toi. Non, je m'en occupe, pas de problème. OK. Cas pratique, c'est juste tout au long de la présentation, il y aura beaucoup d'exemples, donc c'est pas vraiment un cas pratique en tant que tel, mais on va, on va essayer d'échanger sur des best practices ou des retours d'expérience sur ce que nous avons observé, nous, à ST Digital, notamment la division conseil, sur comment les entreprises font certaines choses. Et je vais vous présenter à la fin euh, l'offre ST Digital ainsi que la méthodologie que nous utilisons pour la transformation digitale. Donc, digital, quatrième révolution industrielle. Euh, Ce qu'il faut savoir, d'accord, c'est que la transformation digitale, c'est une question de vie ou de mort, notamment pour les entreprises. Pourquoi? Parce que 52% des entreprises qui faisaient partie de la liste Fortune 500 en 2000 ont disparu. C'est beaucoup. Donc, il faut savoir que la liste Fortune 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines et 52% ont disparu. C'est plus de la moitié des entreprises les plus rentables qui ont été rayées de l'économie, si je peux dire ça ainsi. À l'inverse, les entreprises qui ont su anticiper le tournant de la transformation et le tournant du digital et ajuster leurs opérations en conséquence sont toujours là et vont bien. D'accord? Apple, c'est 2000 milliards de market cap. Microsoft a passé 2000 milliards de market cap avant-hier, juste à la veille du lancement de Windows 11. D'accord? C'est les deux plus grosses entreprises euh, en termes de capitalisation boursière qui sont entièrement digitales, entièrement transformées. Donc, les autres entreprises qui n'ont pas su s'adapter ou qui n'ont pas compris le phénomène du digital, euh, qui est une vraie révolution, pour la plupart, sont en difficulté ou n'ont pas survécu. Je vous donne un exemple. IBM qui n'a pas bien pris le cap du cloud est en difficulté et a pratiquement disparu de l'écosystème des technologies et de l'IT, même s'ils sont toujours très puissants. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la transformation digitale, ce n'est pas une mode passagère, c'est un signal euh, sur un radar, c'est une petite vague, mais en fait, qui s'est transformé en tsunami. D'accord? La transformation digitale dans le monde de l'entreprise est un tsunami et votre entreprise, à un moment, votre organisation, à un moment ou à un autre, sera affectée dans tous les cas. Donc, à vous de savoir si vous voulez tenir compte de ce phénomène, de la position dans laquelle vous vous trouvez, en vous préparant à surfer sur la vague au lieu d'être submergé ou noyé par elle. Donc, dans les faits, c'est quoi la transformation digitale en fait, avant d'arriver dans la révolution en elle-même? On constate sur le terrain que la plupart des entreprises se préoccupent avant tout de l'aspect technologique de la transformation digitale. Il faut préciser que cet aspect-là est extrêmement réducteur et il est important de préciser que la transformation digitale est différente pour chaque entreprise. D'accord? C'est pourquoi il est peut-être difficile de trouver une définition universelle. En tout cas, la transformation digitale désigne le phénomène de mutation lié à l'impact du digital et des technologies de l'information, notamment de l'Internet et du mobile. C'est une définition certes simpliste, mais c'est une définition qu'il faut adopter avec son niveau de complexité. D'accord? Donc, il y a d'un côté l'intégration de la technologie digitale dans tous les secteurs d'une entreprise pour changer la façon dont celle-ci fonctionne et offrir de la valeur à ses clients. D'accord? Et
c'est ça qui amène dans la transformation digitale des notions d'agilité, des notions d'engagement, des notions de créativité. Et ça, c'est tr- très important dans le sens où ce qui apporte cela, c'est le digital. Donc, associé à des notions d'expérience client, à des notions d'accessibilité, à des notions d'interconnexion, à des notions de leapfrogging, c'est-à-dire de faire de sauter des étapes pour arriver à quelque chose. Tout ça est dû ou est mis en place grâce au digital. C'est pour ça qu'on parle de la quatrième révolution industrielle. Et il y a trois facteurs qui sont très importants dans l'origine de cette révolution-là. Le premier, c'est l'expérience client. Les gens, les hommes, ils veulent avoir tout ce qu'il leur faut pour leur confort le plus rapidement possible, à portée de main, dans les téléphones, en mobilité, dans les tablettes, voilà. Donc, il y a toutes ces parties autour de l'expérience client qui est très importante. Ensuite, il y a la notion d'autonomisation de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre aujourd'hui est devenue autonome, c'est-à-dire que les gens travaillent sans qu'on ne soit derrière eux avec des fouets. D'accord? Donc, les notions on parle beaucoup de plateformes collaboratives, de plateformes productives. Et le troisième facteur, après l'expérience client et l'autonomisation de la main-d'œuvre, c'est l'efficacité opérationnelle. L'ensemble des outils qu'on met en place pour que l'entreprise, en tant qu'organisation, soit efficace, performante et efficiente. D'accord? Tout ça est dû grâce à la quatrième révolution industrielle qui est le digital. Avant ça, il y a eu des révolutions. Il y a la mécanique, il y a l'électricité, il y a eu l'Internet. D'accord? L'Internet qui a amené l'automatisation de la production, mais aussi l'autonomisation de la main-d'œuvre. Et maintenant, il y a le digital qui a un plus gros impact sur les écosystèmes que l'Internet en lui-même. D'accord? Donc, il a un impact sur le monde, il a un impact sur l'économie, il a un impact sur la société, il a un impact sur les gouvernements. Bref, le digital a un gros impact sur tous les aspects de la société actuelle. Mais pourquoi maintenant? Tout simplement parce que les capacités informatiques qui viennent de la révolution 3.0, qui est celle de l'Internet, les capacités informatiques sont devenues exponentielles à un prix très bas. Aujourd'hui, vous avez de la puissance de calcul à disposition. C'est le foisonnement de data centers. ST Digital, par exemple, nous en avons un où il y a de la puissance de calcul à disposition que vous pouvez utiliser pour faire du calcul haute fréquence, pour faire du data analytics, pour mettre en place des mécanismes d'intelligence artificielle et de machine learning, pour sauvegarder un gros volume de données. Voilà. Bref, pour sortir de la valeur de votre informatique. D'accord? Donc, les capacités informatiques exponentielles sont en termes de prix en train de baisser et continuent de baisser tout en gardant un haut niveau de performance et de qualité. Ensuite, il y a une connectivité Internet permanente et rapide. D'accord? Ce qu'on appelle ATAWAD. Anytime, anywhere, any device. Donc, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, quel que soit le device, je suis connecté. Les montres connectées, les tablettes, le téléphone. Voilà, bref, aujourd'hui, la première chose que les gens font quand ils se réveillent le matin, c'est de prendre le téléphone et de regarder ce qui s'est passé dans le monde ou de regarder les messages qu'ils ont reçus pendant qu'ils dormaient. Donc, cette hyperconnectivité permanente, d'accord, qui est en mode Wi-Fi, en mode sans fil, en mode 4G, 5G, en mode satellite, c'est des choses qui sont des facteurs de révolution au niveau du digital. Ensuite, il y a la libération de l'expression et la facilitation en termes de collaboration. Donc, il y a des plateformes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux sociaux. On parle beaucoup de plateformes collaboratives. Donc, toutes les suites bureautiques, par exemple, en entreprise, sont collaboratives par défaut. On partage des documents, on partage de l'expertise,
on gère les projets ensemble, on a des plans d'action, les plannings sont partagés, les calendriers. Bref, toute la partie collaborative est là. Et enfin, il y a des nouvelles technologies au-delà de l'Internet et du mobile et du cloud, par exemple, qui viennent se rajouter grâce à la puissance du digital et qui amènent à une fusion du réel et du virtuel. On parle de virtual reality, on parle de réalité augmentée, les nanotech, d'accord? Le 3D printing, par exemple, les vaccins aujourd'hui, les vaccins anti-Covid, notamment les vaccins à ARN messager, il y a quelques années, les technologies qu'on avait, si c'est qu'on est encore en pleine pandémie et que les gens continuent à mourir parce que il aurait fallu peut-être 24 mois, 36 mois pour avoir les premiers essais de vaccins. Grâce aux différentes puissances de calcul, au recoupement d'informations et des études des différents scientifiques, les gens sont aboutis en seulement 9 mois à un vaccin qui était testable sur l'homme. On ne parle pas beaucoup ou pas assez de l'importance des technologies de l'information dans la mise en place, du moins dans la rapidité de mise en place de ce vaccin. Donc, c'est très important de noter cela. Donc, ça c'est les facteurs importants qui amènent cette révolution. Ensuite, on a eu l'informatisation, notamment chez nous, d'accord? L'informatique joue un rôle de support en entreprise, de nombreuses entreprises. Nous, dans notre matrice de transformation digitale, on a une partie qui s'appelle informatisation, une partie digitalisation et une partie qui arrive à transformer l'entreprise. D'accord? C'est d'utiliser les technologies de l'information pour changer le modèle économique et obtenir de nouveaux revenus ainsi que de nouvelles opportunités de valeur ajoutée. Là, on est déjà dans la transformation digitale, donc le 4.0. Et alors que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont encore en train de mettre en place les moyens informatiques pour assurer la gestion de l'entreprise. D'où les notions beaucoup encore très présentes encore chez nous d'informatique de gestion, vous voyez, tout simplement pour organiser le contrôle de l'entreprise pour qu'elle fasse l'objet pour lequel elle a été créée. Alors que la transformation digitale, c'est de se, de s'appuyer sur le cœur de l'entreprise qui est l'informatique pour pouvoir ajouter de la valeur à l'objet pour lequel l'entreprise a été créée. Donc, le digital crée de la valeur, l'informatique joue un rôle de support en entreprise. Et c'est pour ça que vous allez voir dans la plupart des entreprises maintenant qui ont engagé cette notion de transformation digitale, vous allez voir euh, les directions informatiques, pour la plupart, n'ont plus la même dénomination. Euh, Tantôt, c'est direction, transformation, système d'information ou direction des systèmes d'information. Mais il n'y a plus de vraie direction informatique. C'est tout simplement parce qu'elles veulent créer de la valeur sur la base des assets informatiques qu'ils ont. Donc, on va de plus en plus vers une digitalisation, beaucoup de déploiement de RP, beaucoup de mobilité, beaucoup de collaboratifs. Toutes les entreprises tournent autour de cela. Et il y a quelque chose qui est très important dans cette révolution, c'est la donnée. C'est la donnée. Les données deviennent un actif essentiel et stratégique d'une organisation. Et la plupart des attaques informatiques que les entreprises subissent, c'est pour se faire subtiliser la donnée. Parce que la donnée a une valeur. La donnée a une valeur et il est très important, ça c'est un aparté, de la protéger. Il y a quelques semaines, nous avons fait le mois de la cybersécurité. On en a beaucoup parlé des notions de protection de données. Mais dans cette révolution digitale, c'est aussi une révolution des données de par son importance. Toujours dans cette révolution digitale, c'est une convergence entre les facteurs que nous avons vus en amont et la mise en place d'un certain nombre de technologies, ou alors l'émergence d'un certain nombre de technologies, l'intelligence artificielle, la blockchain, on en parle beaucoup avec les bitcoins ou alors d'autres crypto-monnaies. Euh,
les notions de virtual reality, augmented reality, le chatbot. Donc, il y a une convergence entre la partie technologique, les technologies mises à disposition et les comportements ou alors les usages. D'accord? Je vais vous parler par exemple de Scrum, Scrum qui est une méthodologie agile, le Lean, le fait de travailler maintenant en mode partagé ou en télétravail en utilisant des outils comme celui que nous utilisons là maintenant, Teams ou alors Slack, bref, des méthodes de collaboration nouvelles. Donc les deux se croisent et ça fait un boom extraordinaire en termes de gains de productivité, mais aussi en termes de business pour les entreprises qui ont pris le coche. D'accord? J'espère que vous continuez à m'entendre parce que je n'ai pas de retour. Donc, vous êtes bien silencieux. Très, très bien. On t'entend très bien, Joël. Pas de problème. Oh, OK, d'accord. Donc, et il y a cette citation qui fait souvent le tour du monde par le créateur du World Economic Forum, donc du forum de Davos, en fait, Klaus Schwab, qui dit dans le monde, dans le nouveau monde, ce n'est pas les gros poissons qui mangent le petit, c'est le plus rapide qui mange le plus long. Donc, nous sommes disait mon feu père, dans un monde de vitesse. Aujourd'hui, c'est de la rapidité. C'est celui qui va le plus vite. Et c'est pour ça, dans les méthodes agiles ou alors les méthodes de transformation, vous avez souvent sur la partie humaine et management des notions de test and fail. Donc, et tester et échouer pour comprendre où est-ce que vous avez raté pour pouvoir améliorer et continuer. D'accord? Donc, c'est très important et je voulais conclure cette partie sur la quatrième révolution euh, avec cette citation que j'aime beaucoup. Donc ensuite, comment les entreprises appréhendent-elles la transformation digitale? On parle la plupart du temps de transformation digitale pour désigner l'utilisation des nouvelles technologies. L'expression est même galvaudée des fois, mais concrètement, qu'est-ce que les sociétés attendent de la digitalisation? Qu'est-ce que les sociétés, les entreprises ou les organisations attendent de la digitalisation mise en place en termes de cohérence stratégique et, euh, et organisationnelle? Donc, au-delà du champ des sirènes, d'intégrer les nouvelles technologies et les usages du web qui se rapporte toujours au digital pour reprendre à une problématique précise. Euh, la nouvelle donne incontournable qui est de dire qu'il faut se transformer, ça c'est la première chose. Il faut d'abord accepter qu'il faut se transformer, hein. L'objectif est de répondre d'apporter une meilleure efficacité et d'augmenter la performance dans la relation client. Rappelez-vous les facteurs déclencheurs. Donc, expérience client, autonomisation très important de la main-d'œuvre. Donc, ces acteurs-là, qu'est-ce qu'on a observé ou qu'est-ce qu'on observe en termes si je peux me permettre, en termes d'organisation ou de best practice, voilà. Si je peux dire ça comme ça, c'est best practice. J'ai retenu 4 secteurs et je vais vous donner quelques exemples, ça va vous permettre un peu de vous situer. Comment les entreprises ont réagi ou comment est-ce que voilà, comment ils ont pris ce coup-là, qui est de dire que euh, la transformation digitale les a impactés. Le premier, c'est les services. Le secteur des services est celui sur lequel l'impact de la révolution, la quatrième révolution digitale, nous avons observé, est le plus important. D'accord? Euh, les mêmes forces qui ont secoué le secteur industriel, c'est-à-dire la globalisation, l'innovation technologique, permettant d'économiser de la main-d'œuvre, notamment en Occident, avec les délocalisations. La globalisation est venue avec la délocalisation, l'innovation est venue avec la réduction d'effectifs et l'augmentation de la productivité, commence aujourd'hui à se faire sentir dans le secteur des services, accroissant ainsi, de prime abord, le risque d'une grave crise de l'emploi. Un résultat qui jusque-là a été évité. D'accord? Donc, le secteur du service est important, notamment dans les économies occidentales ou dites modernes. Nous consommons du service, et ça commence à être le cas ici, nous consommons du service toute la journée et à toutes les occasions.
Quand nous nous levons, nous regardons notre téléphone. La plupart maintenant, on regarde le smartphone sur la météo pour savoir comment on s'habille. Pour ceux qui prennent le petit déjeuner le matin, on regarde les informations sur les chaînes de télévision continue, sur les matinales, euh, ou sur une tablette. Pour ne pas arriver trop en retard au travail, on regarde s'il y a des embouteillages, donc on regarde les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont les GPS, on regarde. Nous consultons notre compte en banque en ligne. Nous réalisons nos achats e-commerce sur WhatsApp, sur les sites en ligne. On paye avec la carte. Donc, dans ce secteur, on trouve un peu de tout ce qui concerne notre quotidien, c'est-à-dire les transports, les livraisons, le commerce, le logement, la location, les services bancaires, l'assurance, d'accord? Donc, le fait simplement d'utiliser les applications, le fait seulement d'utiliser les applications pour accéder à ces services est de plus en plus fréquent et est devenu naturel. Donc, la première chose, c'est la forte présence d'utilisation d'applications pour accéder aux services. Donc, ces services sont mis en place par des entreprises traditionnelles, mais l'idée derrière, c'est d'améliorer la productivité et la relation client. D'accord? D'ailleurs, on peut constater en parcourant les stratégies des plus grands groupes de services que le client est au centre de leurs préoccupations. Prenez Amazon, le client est au centre. Prenez les groupes de luxe, LVMH, le client est au centre. Prenez toutes les stratégies, regardez dans votre entourage toutes les stratégies des assurances. Les assurances, la plupart des IARD, c'est-à-dire quand vous prenez les assurances voiture, maison, les assurances non-vie, elle nous parle. Elle nous parle de notre quotidien, elle nous parle de comment nous assister, elle nous parle de comment nous protéger, elle nous parle de comment nous prévenir. Voilà. Nous sommes au cœur de leur stratégie. D'accord? Ça, c'est les effets de ce qu'on appelle le digital native, c'est-à-dire les gens qui sont nés après 1980 et qui commencent à devenir un peu plus nombreux en termes de base dans la population globale du monde et qui sont nés en sachant, entre guillemets, qui sont nés avec le PC et l'utilisation de ces derniers dans leur vie quotidienne. Donc aujourd'hui, on paye les impôts en ligne. On loue la voiture en ligne, on achète son billet d'avion. Je ne sais pas combien de temps je ne suis pas entré dans une agence de voyage pour acheter un billet d'avion. Tout se fait en ligne maintenant, d'accord? Donc, nous avons des comportements d'automates, d'accord, qui permettent d'avoir certains services même sans, sans le demander, d'accord? Et tout ça est arrivé euh, grâce à la première vague de digitalisation, euh, avec la mise en place des applications et tout ça. Et il y a une deuxième vague de digitalisation qui intègre, et c'est là où les entreprises aujourd'hui sont très demandées et très demandeuses et très attendues d'ailleurs, c'est celle qui intègre l'intelligence artificielle dans les services, pour d'anticiper mon besoin en termes de service, mon besoin en termes d'assistance, mon besoin en termes d'accompagnement, parce que c'est ça le service en fait. D'accord? L'intégration de l'intelligence artificielle, la robotisation, les big data, donc comment utiliser une grosse masse de données pour rendre un service ou alors prévoir, anticiper les services. Donc après, ça a amené la mise en place des économies de plateforme. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, c'est la mise en place des plateformes. Donc, aujourd'hui, euh, les pouvoirs publics n'ont pas été capables de suivre les gros GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, dans leur mise en place, dans leur ubérisation de l'économie, d'accord, pour pouvoir, euh, euh, par exemple, les taxer ou faire des choses comme ça. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est comment le digital est rentré dans les services, c'est qu'on a eu l'apparition d'une économie de plateforme. D'accord? C'est une économie qui permet de mettre à disposition, de mettre en relation les particuliers
entre eux et l'acteur au milieu a sa plateforme et autour, il prélève un jeton pour la mise en relation entre une personne qui cherche un bien, qui veut acheter un objet ou qui veut avoir un service. Donc, la première chose dans le secteur des services, c'est l'apparition de l'économie de plateforme. La seconde chose, c'est l'apparition d'une économie de partage. Une économie de partage ou une économie, ce qu'on appelle une économie d'accès. D'accord? C'est-à-dire, c'est une économie qui a perturbé les industries euh, classiques ou alors des services classiques qu'on connaissait. J'ai en tête deux exemples. Euh, les hôtels, regardez Airbnb, le plus grand hôtelier au monde sans un seul mur. Les automobiles, Uber, Tesla, c'est des acteurs qui ont complètement disrupté ces marchés. Et même aujourd'hui, si vous allez à Abidjan, quand moi je vais à Abidjan, je n'ai pas besoin de passer par un hôtel. On regarde sur Airbnb, on regarde au meilleur prix, rapport qualité-prix, et puis on prend un appartement. Je ne connais pas les locataires, il y a le gardien, du moins les propriétaires, il y a le gardien, je paye en ligne, ou quand j'arrive sur place, je paye, terminé. Tout est géré via Airbnb. Je veux circuler à Abidjan, je n'ai pas besoin de chercher le taxi-compteur. J'ai l'application Yango. Pour ceux qui sont à Abidjan et qui connaissent, j'ai l'application Yango. Dans d'autres pays, il y en a aussi. J'ai l'application Yango. Je réserve un taxi, il arrive, il me prend, il m'amène dans mes rendez-vous. Et puis en sortant, ainsi de suite. Donc c'est cette économie d'accès qui a fortement impacté la réponse des industriels du service dans, dans leur appréhension ou alors dans leur compréhension de la transformation digitale. Ensuite, ayant vu ça, la plupart des acteurs ont nommé des gens qui comprennent cet aspect des choses pour les accompagner. Donc, on a vu apparaître pour la première fois dans les services des Chief Digital Officers, donc des gens dont le travail est de comprendre comment marchent ces choses-là, entre guillemets, et de les intégrer dans dans le modèle économique des industriels de services. Donc, je pense par exemple à l'utilisation chez Starbucks, un programme qui permettait à une époque d'acheter du café pour ses amis via Twitter, qui est une plateforme de microblogging. Starbucks était parmi les premiers à lancer une application mobile. Ça, c'était je pense, dans les années 2008-2009, et ça avait fait un grand bruit. Donc, c'est une des entreprises, parce qu'elle a nommé un Chief Digital Officer qui a extrêmement bien géré sa transition euh, vers une stratégie digitale, vers l'intégration du digital dans son business model. Donc ça, c'est vraiment un exemple que, euh, que vous pouvez regarder. euh, Starbucks s'est entièrement réorganisé autour du digital. D'accord? Donc, et maintenant, c'est à partir du digital que les agences, qu'est-ce que je dis, pas les agences, les cafés, que les cafés et les 23 000 magasins dans les 65 pays qu'ils ont, je pense. Euh, bon, il n'y a pas encore Starbucks à Douala, mais voilà. Donc, c'est cette remise en cause qui a apporté des raisons, des leçons plutôt, des principales leçons. La première, c'est que rien ne remplace les clients, même pas les idées. Donc, ça veut dire quoi? On remet le client au centre de tout et le client a son téléphone portable, le client est sur les réseaux sociaux, donc il est hors de question que Starbucks n'y soit pas. Ensuite, il est très important dans les services de rester près de ses racines tout en visant le ciel. À ST Digital, nous, on dit Sky is not the limit. D'accord? Dans la course de la croissance, une marque peut perdre sa raison d'être. Il est très important, et surtout ses clients. Et Starbucks, à un moment, a perdu. Ah, excusez-nous, je crois qu'on a perdu Joël un petit instant.
À un moment, Starbucks a perdu de vue son histoire, si je peux dire ça comme ça, en oubliant le client, en ayant une course effrénée sur le digital. Donc, ça a ramené quelques couacs. Donc, il est très important. La troisième leçon qu'on a apprise de Starbucks, c'est de développer et organiser les capacités digitales. D'accord? En 2008, par exemple, ils ont mis en place un Digital Ventures. C'est un incubateur d'initiatives digitales. Le groupe a travaillé sur 100 projets individuels venant des employés de Starbucks, mais aussi des clients, des partenaires. Mais c'est Ouais. Joël, on te perd là depuis une minute. Oui, il semblerait que je rencontre quelques petits problèmes techniques. Je consulte en back-office et je vous reviens. tour. Allô, allô? Oui, allô. Là, on te retrouve, Joël. Oui, effectivement, on t'a perdu après une ou deux coupures, on t'a perdu une trentaine de secondes. Oui. Paraît que Tu le étais sur SAT le fait 3 est coupé. que Il paraît que le SAT c'est pas 3 est vrai. coupé quelque part, donc les connexions sont mauvaises et Teams est parti en vrille. J'ai basculé sur une deuxième connexion. Donc maintenant, j'espère que vous revoyez mon écran. C'est ça que j'osais pas te Plaise, dire, c'est que non, on voit pas ta présentation. plaise le ciel. Jitokena. Ouais, c'est les revenus. Ok, d'accord. Donc, je disais que la dernière chose à apprendre de Starbucks sur la partie service, c'était de développer et d'organiser ses capacités digitales. Donc, voilà quelques leçons sur la partie service. Sur le secteur bancaire, qui est très important chez nous, euh, la première leçon et la première chose que les banquiers ont compris, c'est l'omnicanal. D'accord? D'une stratégie multicanal à une stratégie omnicanal. Et c'est un terme qui revient toujours dans les projets de digitalisation bancaire, c'est l'omnicanalité. Chaque fois que les clients utilisent un ordinateur ou un écran, ils fournissent une piste d'information. Donc, les banques ont compris comment exploiter cette connexion, cette information pour accroître leur chiffre d'affaires. D'accord? Donc, traditionnellement, la plupart des banques consacraient beaucoup d'efforts et du temps d'exécution de transactions financières sur rien d'autre que sur les éléments de base du service global. Aujourd'hui, on est dans une approche non seulement d'omnicanalité, mais une approche de personnalisation. Donc, l'objectif bancaire, du moins du secteur bancaire, c'est de multiplier les touch points dans les canaux de distribution, l'utilisation de ces différents canaux pour pouvoir atteindre le maximum de clients possible. Donc, il n'y a plus de banques. Bon, il y en a encore hein, beaucoup quand même. On a fait une étude l'année dernière sur les banques des différents pays dans lesquels nous sommes présents, dans les 7 pays, et les banques qui avaient des applications mobiles, près de la moitié n'en avaient pas, par exemple. Par contre, beaucoup de banques aujourd'hui ont ce qu'on appelle du push SMS, donc qui vous notifie à chaque fois qu'il y a une opération qui se fait sur, sur votre compte bancaire.
beaucoup de banques, pour ne pas dire la plupart, ont un site web sur lequel vous pouvez faire beaucoup de e-banking. Il y a beaucoup de plateformes de e-banking qui ont été mises en place. Donc, les banques ont vraiment bien réagi, du moins ont pris euh, euh, le train à marche, donc ont pris la vague. Donc maintenant, ça c'est la vague de l'informatisation et la première vague de la digitalisation. Elles ont encore beaucoup de mal à prendre la seconde vague de la digitalisation, d'accord. Notamment en termes d'organisation euh, autour des technologies. Je pense par exemple à la robotique pour lire les chèques bancaires normalement de manière automatique. Je pense à l'utilisation de toutes les données qu'elles ont sur nous pour pouvoir en sortir de la valeur. Je pense à l'intelligence artificielle pour créer des produits à la volée. Donc, ça commence à venir, mais les banques n'y sont pas encore. Donc, l'omnicanalité est vraiment bien en place. Ensuite, le secteur bancaire a beaucoup de challenges en termes de, 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 de digital, d'accord? C'est pas du jour au lendemain que ça va changer parce qu'il y a énormément de pression réglementaire en termes avec l'open banking, par exemple, en Occident, qui a fait apparaître des nouveaux acteurs en termes de fintech, donc ce qu'on appelle des néobanques. Et les banques traditionnelles ont beaucoup de mal euh, à réagir. Donc, les pure players, ces banques 2.0, ont poussé les banques traditionnelles à repenser leur business model et à mettre en place des services plus innovants. Donc, c'est en même temps un challenge d'avoir ces pure players, mais c'est en même temps beaucoup d'opportunités en termes d'innovation ou ou de challenge pour revoir son business model. Donc, concrètement, les banques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Et les banques traditionnelles, comment est-ce qu'il faut les digitaliser? Je vais vous donner un exemple, quelques règles essentielles pour garantir la réussite de ce qu'on a observé de notre côté pour réagir face à cette vague de fintech et des néobanques. Donc, la première, c'est d'avoir une stratégie digitale qui est portée au plus haut niveau, qui est définie dans le développement stratégique de l'entreprise. En gros, il faut bâtir la stratégie d'entreprise autour du digital. D'accord? Il faut avoir un pilotage qui doit conduire à la mise en place d'un plan de transformation digitale. On va voir un exemple tout à l'heure. Et il faut adapter l'organisation, former les managers, former les collaborateurs et les engager dans ces nouveaux enjeux. Je vais vous donner un exemple de la Société Générale. La Société Générale a commencé à réfléchir sur sa transformation digitale à travers un programme qu'ils ont appelé Digital for All. Je crois que c'était en 2014, j'étais encore dans une autre vie, et c'est arrivé en Afrique en 2015. Ça a été réfléchi par M. Frédéric Oudéa, qui est le président monde, président directeur général monde de la Société Générale. Donc, ça a été réfléchi à Paris. Après, on a décidé de cascader vers les filiales. Donc, le Digital for All, ils se sont dit, OK, il faut qu'on embarque On a un nouveau plan stratégique qui est bâti autour du digital, de la dématérialisation, et des nouvelles technologies. Par contre, nous avons des managers et des collaborateurs qui ne sont pas encore prêts. Donc, il est très important de les embarquer. Donc, du coup, l'objectif était d'équiper l'ensemble du personnel en appareils numériques et de les sensibiliser par des formations de type MOOC. Vous savez, le MOOC, c'est Massive Open Online Course, euh, plateforme ouverte sur le digital. Donc, pour faire ce changement, la Société Générale a décidé d'investir sur ses salariés pour entreprendre ce changement. D'accord? Donc, ils ont commencé par interroger les salariés par l'intermédiaire des réseaux sociaux d'entreprise. Donc, à l'époque, c'était Yammer, pour avoir leur avis concernant la banque de demain. Euh, et puis, il y a eu beaucoup de créativité qui en est sortie. Et c'est à partir de ces idées qu'est né le programme Digital for All, en fait. L'objectif de ce programme était de familiariser les collaborateurs aux outils digitaux en leur fournissant du matériel bureautique comme des tablettes, tout simplement.
Cette première phase a permis d'intégrer le digital dans le quotidien et d'engager une participation sur l'avenir de la banque. Ensuite, ils ont beaucoup investi sur le recrutement afin de promouvoir l'attractivité de la banque. Donc, la société a demandé à ses salariés d'imaginer une application qui permettait de moderniser la relation entre le candidat et le recruteur. Derrière est né tout un parcours salarié entre la publication, la génération de la demande du poste, la publication, les entretiens, la proposition de contrat, la négociation, la signature de contrat, tout est entièrement dématérialisé et tout est entièrement digital. Vous ne voyez personne en face à face, tout est fait de manière digitale. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont. Ça a été un peu rigolo de voir comment ils se dépatouillaient ici dans nos contrées pour faire cela, mais c'est un peu ça, les grands groupes. Euh, et, euh, ça continue à être déployé, hein, parce que à cela a été ajouté les notions de mobilité et de télétravail bien en amont de la crise Covid. Là, je vous parle de 2015-2016, hein. Euh, Ils ont déployé le MOOC sur toutes les filiales avec des plateformes de e-learning pour permettre aux collaborateurs de monter en compétences. Ils ont déployé un certificat interne de digital, entre guillemets, expert, donc avec des différents niveaux en fonction de comment vous passez la certification en interne, vous devenez un digital champion dans votre domaine. Donc, ça a entraîné le déploiement, en fait, c'était le pilier, le cœur du plan de transformation stratégique 2020 qu'ils ont appelé Transform to Grow, dont l'objectif était d'accélérer la transformation digitale en se consacrant tout particulièrement sur la banque de détail. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui a amené euh, à, au- à autonomiser les salariés. On a automatisé 90% des processus internes grâce aux nouvelles technologies. Il y a eu beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, quand le président de la Société Générale parle, il présente des chiffres, il passe 70% du temps à parler d'informatique. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important dans les banques. Et je vais vous donner cet exemple-là aussi pour que vous l'ayez. Dans l'industrie, la révolution a transformé l'environnement industriel. Ça, il y a eu beaucoup. Toutes les révolutions ont toujours transformé l'industrie, que ce soit à partir de la mécanique, l'électricité, l'Internet. Toutes les technologies modernes commencent par modifier l'industrie. Parce que l'industrie est une grosse consommatrice de révolution industrielle. Elle a connu la machine à vapeur, la mécanique, on a connu l'électrification, la production de masse, l'ordinateur. Donc, dans la quatrième révolution, là, elle est dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0. D'accord? Donc, on parle de robotisation, ça revient, d'automatisation des tâches, d'impression 3D, des applications de réalité virtuelle pour pouvoir intervenir à distance à travers des jumeaux numériques sur des, euh, des chaînes de montage ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une transformation digitale qui offre aux industriels des possibilités inégalées de création de valeur grâce à l'expansion ce qu'on appelle des poules de profit. D'accord? Euh, et à la création de nouveaux modèles de revenus, un accès sans précédent aux marchés mondiaux. Avant, par exemple, il fallait en moyenne 20 ans aux entreprises du classement Fortune 500 dont j'ai parlé tout à l'heure pour atteindre une valeur de 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, les startups digitales dans ce secteur-là, c'est entre 1 an et 4 ans, ce qu'on appelle les licornes. Vous voyez. Donc, 1 milliard de dollars, c'est les licornes. Et il y en a deux ou trois qui apparaissent rien qu'en Europe chaque mois. Donc, la digitalisation du secteur industriel et de l'économie en général, de toutes les manières, ça a des répercussions sur la société et, et
Des initiatives digitales qui améliorent, par exemple, la pérennité environnementale, la création d'emplois, qui rendent nos vies plus sûres. Notamment, je vous donne un exemple sur les véhicules autonomes. Vous me direz ici que non, oui, bon, c'est peut-être l'exemple des véhicules, mais c'est juste pour illustrer le fait que euh, si on déploie massivement les véhicules autonomes et rien qu'aux États-Unis, euh, on sauve 1 million de personnes au cours de la prochaine décennie. En fait, 1 million de personnes qui ne vont pas mourir d'accidents de voiture parce qu'on a déployé des véhicules intelligents, autonomes. Toujours dans cet aspect, toute la recherche, tout le, le business model autour de l'énergie est en train de changer. Les batteries, les panneaux solaires, l'énergie à base d'hydrogène. Vous savez que la plupart, du moins le principal problème que nous avons en Afrique, c'est un problème d'énergie. Nous avons un problème d'énergie. Là, j'ai été coupé tout à l'heure, ben, c'est parce que mon fournisseur d'énergie national a bien voulu reprendre son bien. Du coup, comme j'ai un groupe, le temps il se déclenche, la connexion est partie. D'accord? Donc, c'est très important dans l'industrie, cette notion de transformation. Et comment est-ce qu'elles ont appréhendé ça? C'est qu'il y a eu beaucoup de recherche et développement, il y a eu beaucoup d'innovation et il y a un gros impact sur la société. D'accord? Si on prend par exemple une entreprise que toujours dans l'électricité, que vous connaissez tous, pour ceux euh, pour ceux qui ont des data centers ou des salles serveurs, c'est Schneider. Schneider Electric. Aujourd'hui, Schneider Electric est un gros acteur de la transformation digitale parce qu'ils ont tout misé sur l'innovation. L'objectif aujourd'hui de Schneider, ce n'est plus de proposer des prises, des disjoncteurs, des surtenseurs, bref, c'est de proposer des solutions, des produits, des services basés sur des technologies intelligentes, réactives et prédictives. Schneider, ils veulent maintenant, ce n'est plus nous vendre des prises électriques ou des ampoules. Ils veulent comprendre comment nous consommons l'électricité, l'énergie. Ils analysent tout ce que nous faisons, c'est ça la maison intelligente, d'accord? Donc, ça permet pour eux de mieux prévoir les dysfonctionnements à venir et d'assurer une meilleure qualité grâce à la surveillance. Donc, par exemple, ils ont collaboré, je pense, avec Accenture qui est un gros cabinet de conseil, pour mettre en place pendant 5 ans à travers une collaboration, une équipe pour travailler sur des propositions d'offres connectées sur l'ensemble de l'organisation. D'accord? Ce qui a permis de créer le Digital Services Factory, qui est une entreprise dans l'entreprise et qui travaille sur des sujets qui n'ont rien à voir avec leur métier historique. Ils travaillent sur l'Internet des objets, donc l'IoT, d'accord, avec les projets connectés, les données, avec des serveurs agrégés sur le cloud. Ils travaillent sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Euh, ils travaillent, par exemple, ils ont travaillé sur, euh, ils ont travailler sur un service permettant de mieux gérer les centrales à énergie renouvelable à distance, notamment au Nigeria. Donc, les centrales à énergie solaire qui permettent de piloter la production à distance et même de faire la maintenance prédictive à distance pour détecter les anomalies, faire le travail d'analyse. Donc, et ils travaillent entièrement à distance et ils sont avec les équipes de Microsoft. Donc, vous savez, Accenture travaille beaucoup avec Microsoft. Les équipes de Microsoft, ce pilotage est fait à partir de Teams. Avant, c'était Skype. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, c'est fait à base de Teams avec une surveillance 24/24. Et ils sont allés plus loin, c'est qu'ils ont déployé des modèles HoloSense. Je ne sais pas si vous connaissez la technologie de réalité augmentée de Microsoft, HoloSense, qui permet de faciliter les formations et les simulations d'intervention sur site. Du coup, les équipes de Schneider qui sont en Occident euh, forment les équipes sur place au Nigeria à distance sans les voir. D'accord? Donc, c'est des choses comme ça
que Schneider a mis en place en transformant complètement son organisation, son schéma opérationnel, avec une prise en charge à un très haut niveau des notions de transformation digitale pour que cette dernière soit efficiente et intègre l'ADN de l'entreprise à travers sa stratégie. Donc, je ne vous parlerai pas aussi toujours de L'Oréal parce que c'est autre chose en termes de marketing digital qu'ils ont complètement revu et avec un passage entièrement sur e-commerce. Donc, je vais rapidement passer sur l'État pour vous parler des notions essentielles en termes de transformation digitale, ce qu'on a vu dans les États, notamment les notions de smart cities, d'accord, de ville intelligente qu'on voit beaucoup apparaître ces derniers temps euh, dans, dans l'écosystème. Et là, il y a des indicateurs très importants qui sont suivis par les États et qui les intéressent beaucoup. C'est les notions de connectivité, haut débit mobile, vitesse, large bande, les notions de capital humain sur l'utilisation d'Internet, les compétences digitales de base ou avancées, l'utilisation même d'Internet, comment les citoyens interagissent avec la mairie, les services de l'État, ainsi de suite. Il y a beaucoup de digitalisation. Les premières ébauches de digitalisation apparaissent notamment dans la sécurisation des recettes, donc les directions des impôts euh, la plupart du temps. Il y a l'intégration de la technologie digitale. L'État soutient beaucoup. Il y a beaucoup d'États qui ont, par exemple, exonéré des frais d'importation, les ordinateurs, les gros serveurs, ainsi de suite. Donc, cette intégration digitale avec la numérisation des entreprises et le commerce électronique, par exemple, les services publics digitaux, donc le gros sujet, l'administration en ligne. Bon, on a beaucoup de projets dessus en Afrique. Ça vient, il y a des pays qui sont très avancés. Je pense par exemple à la Côte d'Ivoire ou au Bénin et même au Gabon, qui sont très avancés. Le fait, par exemple, de demander son visa en ligne, de demander son test Covid, de le payer et arriver à l'aéroport, qu'il n'y ait pas de problème, vous montrez votre ticket, on scanne votre code barre et vous êtes servi. Ça, c'est une grosse avancée. Il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé ça. Donc, tous ces services publics, il y a des pays vraiment qui sont très précurseurs sur le sujet. Après, il y a des pays très, 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 très avancés, hein, un peu comme l'Estonie, qui est un pays entièrement digital. C'est une success story en termes d'intégration du digital euh, dans l'administration publique et comment, parti de zéro, aujourd'hui, presque tout le monde est digital native, ils sont zéro papier, tout est 100% digital, ils vont même au-delà de leurs frontières, ils donnent des résidences digitales aux gens. En gros, par l'intermédiaire d'un site web, vous pouvez demander la résidence en Estonie pour 100 euros, d'accord? Et vous pouvez retirer votre carte à 200 endroits dans le monde. Donc, on vous donne un passeport estonien, vous avez votre carte d'identité, vous avez un code PIN et ça vous permet de faire tout ce que vous voulez en Estonie, même si vous n'y êtes pas. D'accord? C'est une grosse success story sur la partie intégration du digital. D'accord. Voilà quelques exemples sur le digital dans les services. On n'a pas beaucoup de temps parce que chacun des secteurs, ça peut faire un jour de bavardage de ma part. Donc, dans les services, dans la banque, dans l'industrie et dans le secteur public. Maintenant, comment gérer sa transformation digitale? D'accord? La première chose, c'est qu'il y a 6 étapes. De notre point de vue, des 6 étapes structurantes. Donc, pourquoi? Parce que la transformation digitale peut être une réponse à de nombreuses questions auxquelles les entreprises sont confrontées aujourd'hui. Quand je dis les entreprises, je pense à leurs dirigeants, d'accord? Et l'interrogation phare, c'est de savoir comment on passe d'une entreprise traditionnelle à une entreprise digitale. Et là, je peux vous dire, l'exercice n'est pas évident. Mais la question est légitime. Et, et en même temps,
c'est de se demander pourquoi passe-t-on à une entreprise digitale? Il faut se poser cette question. La première réponse, c'est que soit vous le faites, soit vous mourrez. Donc, vous n'avez pas le choix. Donc, maintenant, c'est de dire comment on y va. D'accord? Et dans le comment on y va, c'est la première chose, c'est comment être compétitif sur son secteur d'activité. C'est la première question qu'il faut se poser c'est la première étape structurante dans la mise en place de la transformation digitale. Parce que ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que toutes les entreprises ne sont pas au même niveau de maturité dans leur transformation digitale. Beaucoup d'entreprises parlent de transformation digitale. Beaucoup de fournisseurs que nous sommes parlons de transformation digitale et de ce qu'on peut faire pour vous accompagner dans cette transformation digitale. La plupart du temps, on parle de technologie. Très souvent, on oublie le capital humain. Très souvent, on oublie les organisations qu'il faut revoir. Vous voyez? Donc, c'est à différents niveaux, à différentes étapes. Donc, certains considèrent que leur entreprise est entièrement numérisée parce qu'ils ont un ERP, d'accord? Mais est-ce qu'ils ont un portail fournisseur? Est-ce qu'ils ont la dématérialisation de la chaîne de la dépense? Est-ce qu'ils ont un portail achat? Voilà des choses. On a l'ERP, mais on n'a ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc, il est très important d'intégrer ces éléments-là pour se comparer aux autres. Donc, comment être compétitif sur son secteur d'activité? Pour ça, il faut regarder euh, ce que font les autres, d'accord? Donc, et l'adhésion des collaborateurs est très importante. La- C'est pour ça que nous, par exemple, on recommande dans les projets de transformation digitale sur lesquels nous sommes engagés, on recommande d'avoir un plan marketing et communication. Il faut montrer ce qu'on fait. Il faut en mettre plein la vue, hein, si je peux le dire comme ça. Il faut raconter une histoire pour faire adhérer les collaborateurs. D'accord? Il faut raconter une histoire pour donner un sens à cette transformation. Non seulement en se comparant par rapport aux autres pour voir si on est toujours compétitif, faire des benchmarks, essayer des choses, bref, comprendre où est-ce qu'on se situe. Mais pour comprendre où est-ce qu'on se situe, il faut embarquer ses collaborateurs. Et ce qui amène souvent à se poser les bonnes questions quand on embarque ses collaborateurs, c'est pourquoi réaliser la transformation digitale? Pourquoi maintenant? J'ai parlé de timing tout à l'heure. Qu'est-ce que l'entreprise y gagne? Quel est l'intérêt des collaborateurs qui ont-ils à y jouer le jeu? D'accord? Quels sont les avantages de cette transformation pour les collaborateurs, les clients, les partenaires? Qui sont les trois personnes, au moins les trois personnes en termes de capital humain qui interviennent sur ça, sur la transformation digitale? Les partenaires, les clients et les collaborateurs. Dans tout plan d'action de transformation digitale, vous verrez toujours des axes clients, partenaires, collaborateurs. D'accord? Et pour être franc, la transformation digitale n'est pas simple. Pour accompagner nombre d'entreprises sur le sujet, je peux vous dire que ce n'est pas du tout facile. Elle ne peut pas être tentée à moitié ou accomplie par une minorité, même s'il s'agit des dirigeants de l'entreprise. Vous avez besoin de toute votre organisation pour récolter les fruits de la transformation. Quelle que soit votre situation actuelle, beaucoup de travail reste à faire sur le chemin de la transformation digitale. Si vous n'avez pas commencé cette aventure, voilà les étapes structurantes qui arrivent. La première, c'est déterminer le sens de la transformation digitale pour votre organisation, donc pour votre entreprise. Bien qu'elle soit importante, la première étape est de comprendre ce qu'elle signifie pour votre organisation. Le mot digital peut avoir des significations différentes en fonction des entreprises. D'accord? N'oublions pas que la transformation digitale n'est qu'un moyen d'arriver à un objectif stratégique qui est différent selon les entreprises. Les composants de sa stratégie digitale seront définis en fonction de sa maturité, de son secteur d'activité, de la concurrence, de sa chaîne de valeur, de son modèle opérationnel et des écosystèmes dans lesquels l'entreprise évolue. D'accord? Par conséquent,
dans le sens qu'on donne dans la transformation digitale pour l'entreprise, il est très important de faire un diagnostic des défis auxquels l'entreprise est confrontée et de déterminer quelles sont les solutions digitales qui conviennent le mieux pour atteindre ces objectifs. Donc, il faut effectuer une étape de vérification des défis auxquels votre entreprise est confrontée pour pouvoir déterminer le sens que vous mettez dans cette transformation digitale. La seconde étape, ou la troisième, c'est de déterminer l'objectif commun. Où est-ce qu'on va aller? Quel est l'idéal vers lequel l'ensemble de l'entreprise doit se diriger? En gros, c'est la cible. Et la cible, c'est la définition d'une direction commune et d'un objectif final. Dedans, il y a des questions auxquelles on doit répondre. Pourquoi avons-nous besoin de changer? À quoi devrait ressembler ce changement? Quels sont les indicateurs de performance business? On n'oublie pas qu'on est une organisation profitable qui nous permettent de mesurer la performance ou l'apport de la transformation digitale. Quels sont les résultats attendus pour nos partenaires, pour notre base client, pour nos collaborateurs? Donc, toutes ces questions nous amènent à définir un objectif commun. Donc, on a défini le sens, on doit se transformer. On définit l'objectif. Où est-ce qu'on veut être à 6 mois? Où est-ce qu'on veut être à 18 mois, à 12 mois? Où est-ce qu'on veut être à 18, à 24, à 36? Et on se dit, bon, voilà. Ça permet à l'organisation d'avoir une boussole en matière d'orientation, de mesure et de résultats, notamment les KPI. Donc, c'est là où on rentre dans les notions d'objectifs, résultats, KPI et consorts. Donc, définir l'objectif commun. Ensuite, il faut définir le parcours à suivre pour que l'entreprise passe au digital. Ça, c'est la fameuse roadmap. Une fois que vous avez identifié les défis clés pour l'entreprise, vous êtes en bonne position pour évaluer les différentes alternatives et choisir celles qui vous conviennent. Les options qui restent pour aller vers la transformation, par exemple, du front-end pour la partie produit et expérience client, mais aussi la transformation du back-end. Et là, on parle de la mise en place du cloud, de l'infrastructure IT, est-ce qu'elle est agile, ainsi de suite. Je vous donne quelques exemples, par exemple, excusez la tautologie, je vous donne quelques exemples. Si on prend les stratégies envisagées par certaines entreprises en phase de transformation digitale, c'est de construire les écosystèmes digitaux. Aujourd'hui, les entreprises ne fonctionnent plus seules. Elles dépendent d'écosystèmes plus vastes qui se soutiennent entre eux, d'accord, pour apporter le soutien à la transformation digitale. Et pour ça, il faut déployer le cloud. Tu ne peux pas être dans un écosystème si tu es chez toi, toi seul. Il te faut de la connectivité. Il te faut de la big data, donc l'exploitation de la donnée. Donc, cloud, connectivité, big data sont disponibles pour pouvoir utiliser dans l'élaboration d'un tel écosystème. Il faut par exemple repenser les produits et les services avec une composante digitale, notamment l'IoT. Il faut penser à monétiser les données si c'est possible. Il faut penser à transformer les opérations. Une grande partie des entreprises, notamment les entreprises industrielles, les entreprises traditionnelles, transforment leurs usines et leurs installations pour mieux tirer les innovations de pointe, y compris l'automatisation, par exemple, l'imagerie, l'impression 3D, le machine learning. Il faut construire une infrastructure solide. Ça, c'est une des stratégies. Parce que le deuxième plus grand défi, après l'expérience client, le deuxième plus grand défi
auxquelles sont confrontées les entreprises est l'adéquation, et l'inadéquation plutôt, entre l'ensemble de leurs euh, outils existants et la réponse qu'ils veulent apporter sur le marché en termes d'expérience client. Donc là, il faut soit externaliser vers un data center, vers d'autres choses, ou alors mettre en place une organisation agile autour du cloud. Il peut être privé, il peut être public, ainsi de suite. Donc voilà quelques exemples de stratégies. Ensuite, il faut organiser les ressources clés pour aider l'entreprise dans cette transformation digitale. La première des choses, c'est qu'il faut vraiment en priorité avoir l'adhésion du top management. Si la tech ne veut pas la transformation digitale, bah, il faut arrêter tout de suite, quoi. Je peux dire ça comme ça. Il faut arrêter. S'il y a deux ou trois personnes dans le comité de direction qui disent que bon, vous êtes en train de dépenser l'argent pour rien, c'est l'affaire du DG, bref, il faut arrêter. Il faut aligner impérativement tout le comité de direction derrière cet objectif. Si vous avez un conseil d'administration, allez les voir. Ayez leur buy-in pour pouvoir faire la transformation digitale. D'accord? Donc, l'adhésion des dirigeants est le signe le plus fiable de l'engagement stratégique de l'entreprise dans la transformation digitale. Il faut que quel que soit le membre du comité de direction comprenne qu'il parle de transformation digitale. Pas en des termes techniques ou détaillés, mais au moins qu'ils comprennent le sens qu'on donne à la transformation digitale, qu'ils puissent parler de l'objectif, d'accord, le côté stratégique. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut se faire accompagner. C'est des choses nouvelles, d'accord? Il ne faut pas dire que non, je vais aller acheter deux ou trois livres, je vais faire la transformation digitale de son entreprise. Non, ça va vous prendre beaucoup de temps et pour la plupart du temps, vous allez échouer. D'accord? Parce que le troisième défi, euh, c'est que des entreprises sont confrontées à la transformation digitale, n'ont pas l'expérience en interne pour mener à bien cette transformation. Donc, il leur faut des partenaires, il leur faut des écosystèmes, il leur faut des gens qui les aident, euh, des cabinets conseils qui les aident tout au long du parcours de transformation ou de la feuille de route de transformation. D'accord? Parce que ça augmente les capacités internes en prenant de nouvelles ressources. Euh, il y a des services qu'on peut vous apporter. Il y a la partie innovation que vous ne pouvez pas gérer. Il y a la partie best practice et approche que vous ne pouvez pas gérer. Donc, pour ça, il y a des cabinets dont la division conseil en transformation digitale de ST Digital et d'autres qui peuvent vous accompagner. Ensuite, il faut définir la gouvernance. D'accord? Dans cette organisation de ressources, l'adhésion du management, se faire accompagner par des acteurs tiers, il faut définir la gouvernance qui va pouvoir traquer avec des objectifs SMART où est-ce qu'on en est sur le chemin qui nous mène vers la cible. Après ça, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser les collaborateurs, il faut sensibiliser les partenaires, il faut sensibiliser les clients à rentrer dans cette nouvelle aventure. On n'est pas seul. On n'est pas seul dans cette aventure. Donc, il faut sensibiliser toutes ces personnes pour qu'elles soient avec nous. Et il faut se connecter, se concentrer sur l'exécution de la transformation. Et là, c'est la partie où on commence à exécuter le plan. On a dit on va faire A, B, C, D. On fait A, B, C, D avec les hommes qui sont avec nous, dont l'accompagnement humain. D'accord? Il est très important de noter dans ces 6 étapes structurantes cela. Ensuite, il faut mettre en place la transformation. Pour ça, il faut définir une stratégie digitale. La stratégie digitale, c'est incontournable, car le digital est le moyen de répondre à la stratégie. Ce n'est pas une tautologie. Une stratégie digitale est tout simplement incontournable, car le digital n'est qu'un moyen de répondre à une stratégie.
Le premier jalon de la réflexion vers la transformation digitale, c'est d'avoir une stratégie digitale qui commence par une vision. Le fameux sens qu'on avait en amont. D'accord? Donc, les éléments incontournables d'une stratégie, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, il faut identifier la méthodologie pour mettre en place la transformation digitale. Il y a plusieurs méthodes, hein. C'est du top-down, c'est du bottom-up. Bref, il y a plusieurs méthodes. Donc, chacun fait comme il le sent dans son organisation, mais il faut impérativement commencer par la digitalisation. La digitalisation est avant tout un moyen au service de la stratégie d'entreprise. Il faut rentrer dans une logique stratégique globale en allant vers la digitalisation. Donc, si vous ne voulez pas faire peur aux gens en disant transformation digitale, dites digitalisation. Et dans la méthode, ça commence par la réalisation d'un diagnostic. La nécessité de réaliser un diagnostic est essentielle. Ça nous permet d'étudier toutes les possibilités de modernisation de l'entreprise. C'est une phase qui est faite sur le terrain par les opérationnels et qui permet d'avoir la liste des pistes à explorer et des actions possibles. En gros, à partir des états des lieux, de l'état des lieux, on peut savoir ce qu'on doit faire. Et il est très important d'intégrer les opérationnels. Donc, ça passe par des interviews, ça passe par des ateliers, ça passe par des focus group. Donc, on va vers les gens, on fait un état des lieux à travers un diagnostic. Ensuite, il faut sonder les gens. Après la phase de diagnostic, on se retrouve avec des niveaux différents, avec une multitude d'actions possibles pour digitaliser ou transformer l'entreprise. Il est évident que tout ne peut pas être mis en place et qu'il est indispensable de prioriser les plans d'action. Donc, pour faire ça, il faut évaluer le niveau de maturité de l'entreprise. Il y a 3 niveaux de maturité, si on peut m'en ajouter un quatrième. Le premier niveau de maturité qu'on mesure, c'est le niveau de maturité de l'entreprise. N'oubliez pas que c'est le digital, donc on amène les technologies. C'est le niveau de maturité de l'entreprise face à la technologie. Pour ceux qui sont habitués, par exemple, dans le monde Microsoft, il y avait une méthodologie qu'on appelait I/O. Ici, on est vraiment dans l'I/O. Premier point. Le second point, c'est de mesurer le niveau de maturité des collaborateurs. D'accord? Là, nous, par exemple, on a une plateforme qu'on utilise énormément dans les projets de transformation digitale. Et là, nous sommes toute l'entreprise. Si vous êtes 500, tout le monde va répondre. Et chacun a son score. Mais nous, derrière, ça nous permet de consolider le niveau de maturité des collaborateurs par rapport au digital. Mais aussi, derrière, ça déclenche la pesée de poste entre le métier existant ou à créer, les aptitudes des métiers existants à utiliser le digital, dont, in fine, la mise en place des plans de formation. Ensuite, le troisième niveau de maturité que nous identifions, c'est le niveau de la valeur ajoutée par rapport aux clients, aux concurrents, aux produits ou aux services. D'accord? Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez aux clients? Qu'est-ce que vous apportez aux collaborateurs? Qu'est-ce que vous apportez en termes de service? Et enfin, le quatrième niveau de maturité qu'on peut imaginer et que nous faisons aussi, mais quand on a les éléments, parce qu'on travaille beaucoup sur les collaborateurs, sur l'entreprise face à la technologie, donc en gros la DSI ou la direction technique, sur la valeur ajoutée, ça c'est la partie marketing et produit, d'accord? Mais il y a aussi un niveau de maturité par rapport à la stratégie même de l'entreprise. D'accord? Donc, après le diagnostic, on évalue le niveau de maturité et ça nous donne des ABAC, ça nous donne des matrices.
Lorsqu'on a fini la maturité, on va vers le plan de digitalisation, la fameuse feuille de route. Donc, le plan de digitalisation est un plan qui sera validé par le comité de direction, pour certains par le conseil d'administration, en fonction des actions à mettre en place. Ce qui est fait, c'est un peu ce qui se faisait avec les schémas directeurs. C'est qu'il y a un plan sur 3 ans avec actualisation annuelle. Donc, nous, on a une approche autre par rapport à ça. C'est qu'on propose des plans à cycle court. Donc, un plan à 100 jours, tout en sachant que dans le plan global, vous savez ce qui vous attend à 6 mois, à 9 mois, à 12, à 18 et à 24, on recommence le cycle. Donc, on reste sur 2 ans, pas 3, on ramène, mais on ramène des cycles très courts. D'accord? Et à chaque fois, on fait la mise à jour ou en fonction des priorités de l'entreprise, en s'adaptant à l'actualité, aux événements. Donc, et chacun des plans, donc diagnostic, maturité, plan, chacun des plans a un budget. Nous faisons une évaluation budgétaire qu'on vous met à disposition pour pouvoir travailler dessus. Ensuite, on passe dans le plan d'action avec le catalogue de projets sur papier, avec chaque fois un budget associé auquel on associe les budgets et on demande au comité de direction de valider. D'accord? Et on passe par la gouvernance pour les comités de projet, les comités de pilotage, ainsi de suite. Donc après, on fait la mise en place du plan de transformation associé. Donc, derrière la transformation digitale en elle-même, après les différents plans de digitalisation, la maturité, le diagnostic, le catalogue projet, on rentre dans la transformation digitale telle que nous la concevons, c'est-à-dire l'étape ultime qui est la conduite de changement associé, les plans de formation associés, le plan de communication et marketing indispensable, le plan de transformation, c'est-à-dire là on touche les métiers et le business, qui est essentiel, et l'organisation. Dans toutes nos feuilles de route de transformation digitale que nous faisons, nous proposons toujours des nouveaux organigrammes. Nous proposons des directions qu'il faut supprimer, parce que nous avons un état des lieux qui nous permet de proposer des pistes d'optimisation et d'amélioration de l'organisation. D'accord? Donc, voilà la méthodologie telle que nous la voyons pour la mise en place de la transformation digitale. Mais, il y a un mais, comme disait Steve Jobs. Une dernière chose, il ne faut pas confondre la stratégie digitale, le plan de digitalisation et la transformation digitale. Une stratégie digitale est un plan d'action visant à créer un nouvel avantage concurrentiel dans la partie économie digitale. La stratégie digitale a un rapport très souvent sur la communication digitale, sur le marketing digital. Voilà, c'est vraiment comment on utilise le digital pour avoir un avantage concurrentiel sur une fonction spécifique de l'entreprise. C'est toute la partie marketing et stratégique. Le plan de digitalisation, c'est l'ensemble des ressources nécessaires aux IT et aux opérationnels pour pouvoir innover et faire leur travail. En gros, c'est la digitalisation des processus internes. Et pour finir, la transformation digitale touche à l'humain et au business model, donc la stratégie. Donc il y a le marketing, la communication, il y a les processus internes pour le modèle opérationnel et il y a le capital humain et la stratégie de l'entreprise. Donc en gros, il y a l'homme et le business model sur la transformation digitale.
Et quelques éléments pour conclure sur la mise en place. J'ai beaucoup parlé. Il faut changer nos pratiques digitales. Donc, la première, c'est de changer d'approche. Donc, l'approche itérative ne marche plus dans la transformation digitale et il faut avoir des nouvelles approches agiles, Lean, Scrum et tout ce que vous connaissez. UX, donc User Experience, euh, c'est des nouvelles approches qui sont un peu plus agiles, entre guillemets, un peu plus digitales. Ensuite, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui révolutionnent le business, donc la big data, l'intelligence artificielle, la 5G, le machine learning, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a tout un papier que j'ai fait sur le sujet. Euh, il faut remettre le client au centre de tout, donc il faut l'appréhender différemment. Le client doit être au centre de tout. Je répète, le client doit être au centre de tout. Si vous voulez vendre la transformation digitale à votre directeur, dites-lui que vous voulez mettre le client au centre du modèle opérationnel. Il va vous écouter. Nous avons, avec tout ce qu'il y a comme technologie de nos jours, euh, une nouvelle, un nouvel environnement digital. Donc, aujourd'hui, on a des consommateurs. Donc, les consommateurs sont les acteurs. Euh, ils ont énormément d'impact sur la manière de faire du business. Donc, il faut toujours écouter le consommateur. Et il y a énormément d'outils qui nous permettent d'écouter les consommateurs. Donc, le moment les différents moments de vérité lorsque le client parle, les différents parcours clients qu'il faut optimiser, par où il passe pour pouvoir utiliser mon service, les notions de zéro papier. Euh, les notions d'agilité et de rapidité dans ce qu'on appelle le time to market. Comment est-ce que je, j'amène mes produits sur le marché? Le parcours de fidélisation, comment on doit fidéliser nos clients, c'est très important. L'impact du marketing digital sur le comportement des consommateurs. Donc, il faut être présent, omniprésent même, j'ai envie de dire, en ligne, aux côtés du consommateur. Donc, il faut être là où il est. Euh, les consommateurs aiment se sentir, vous savez, dans le parcours client, et dans les 7 moments du parcours client, il y a le dernier moment qui est le septième, qui est comment se sentir valorisé. Donc, il y a ces notions à prendre en compte dans la transformation digitale. Et dans tout cet nouvel environnement digital, il y a l'Internet, avec son catalyseur qui est l'économie du partage. On en a parlé tout à l'heure dans les déclencheurs. Euh, il y a les no man's land, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font et que la législation n'est pas encore là. Donc ça, il faut prendre ça en compte en rapport avec son secteur d'activité et son entreprise. Euh, les nouvelles pratiques de ressources humaines, euh, comment on appréhende, du moins comment les employés s'adaptent, comment ils apprennent, quelles sont les possibilités qu'ils ont, comment les organisations changent. Est-ce que vous avez mis en place le télétravail? Est-ce que vous donnez les laptops à tout le monde? Est-ce que tout le monde a des smartphones avec du crédit dedans? Comment est-ce que le leadership se positionne et fait sens à tout ça? D'accord? Et vous avez les nouvelles pratiques organisationnelles de coworking, des nouveaux modèles opérationnels qui sont plutôt moins hiérarchiques, plus horizontaux. Voilà. Donc, on passe d'un modèle centralisé vers des petits modèles indépendants qui interagissent entre eux ou alors des modèles hybrides qui sont en mode progressiste. Comment vous prenez le handicap, les problématiques de la femme, tous ces genres de sujets, c'est des pratiques qui viennent du digital et qu'il faut changer. Le cas pratique, c'est que je voulais vous parler rapidement de comment les étapes qu'on utilise pour mettre en place, vous savez, la stratégie digitale qui est en rapport avec le- ce que je vous ai dit tout à l'heure, en ne confondant pas stratégie digitale, plan de digitalisation et transformation digitale. Donc, les 5 étapes, euh, je vais vous les citer, hein, parce que je pense que je vous ai pris beaucoup de temps. Je vais vous les citer avant de passer à la méthodologie ST Digital
Vous voyez toujours mon écran? Oui. Non, plus maintenant, là, on voit l'interface de Teams, mais plus là. Voilà, parfait. C'est bon? Merci, Joël. Oui. OK. En fait, l'électricité est revenue, donc le groupe parti, les écrans ont flanché. Ça Bienvenue arrive. en Afrique. Ah bon. Donc, donc, le premier objectif, du moins, pas l'objectif, la première étape d'une bonne stratégie digitale, rappelez-vous, la stratégie, c'est l'utilisation des moyens digitaux pour optimiser la fonction marketing, communication, vente. Donc, c'est un rapport avec le marketing digital. D'accord? Et cette stratégie, elle est toute simple. Le premier, c'est qu'il faut fixer les objectifs. Quel est le principal objectif que je veux, le principal résultat, par exemple, que je veux tirer de mon plan de marketing digital? La réponse à cette question, vous allez commencer à construire votre stratégie. D'accord? Et là, on rentre dans les méthodes classiques, SMART, pour fixer les objectifs. SMART. Par exemple, générer 20% de visiteurs uniques supplémentaires sur le site web à partir des publicités Facebook en 3 mois. Vous voyez comment c'est hyper précis. Parce que plutôt que de dire générer plus de trafic, c'est flou, je dis générer 20% de visiteurs uniques supplémentaires, très important, sur le site web, très important, à partir des publicités Facebook en 3 mois. L'objectif est hyper smart, il est spécifique, il est mesurable, il est acceptable, de toute manière, il n'aurait pas le choix, il est réaliste et il est défini sur le temps. Donc, un, on fixe les objectifs. Deux, on effectue un audit. Il y a beaucoup d'états des lieux dans les projets de transformation. On effectue un audit parce que sur l'activité actuelle sur laquelle on est en train de bâtir la stratégie. Donc, on réalise, par exemple, si c'est le marketing, comme j'ai commencé par lui, on réalise un audit qui permet d'identifier ce qui marche, ce qui ne marche pas dans la stratégie marketing actuelle. Il ne sert à rien de définir votre stratégie future sans regarder ce qui fonctionne déjà et apprendre de vos erreurs. D'accord? Donc, on prend le temps, sur une période définie, disons 3 mois, de tracer les performances sur une feuille de calcul toute simple pour voir clairement quels sont les canaux qui sont les plus performants. Je suis sur le marketing. Est-ce que c'est le mobile? Est-ce que c'est les PLV? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est la radio? Bref, je regarde tout ça, le canal, et je définis. D'accord? Donc, je fais l'audit pour pouvoir, derrière, euh, avancer sur ma stratégie. La troisième étape, c'est, attention, de découvrir où se trouvent mes clients. Il est crucial d'identifier où sont vos clients potentiels. C'est pour ça qu'on parle de Customer Journey et de persona. Car vous n'avez pas besoin d'être partout. Il faut être là où sont vos clients. Si vous vendez de la prestation intellectuelle, vos clients ne sont pas au marché. Ça ne sert à rien d'aller mettre une affiche au marché. L'annonceur va vous vendre ça moins cher parce qu'il sait que de toute manière, il n'y a personne qui prend, ce genre de service. Là-bas, les gens sont dans le buy and sell. D'accord? Donc, il faut être là où sont vos clients. Il est préférable de concentrer ses efforts où les clients sont potentiellement les plus nombreux. Donc, à cette étape de comprendre qui sont mes clients, on crée le client cible, d'accord, à travers ce qu'on appelle le persona. Donc, un personnage imaginaire qui a le profil du client idéal et qui permet d'orienter nos projets de création. Donc, un, je définis mes objectifs. Deux, je fais un audit de la situation actuelle. 3, j'essaie de comprendre qui sont mes clients. 4, c'est ça le but de la stratégie. J'avais mon prof de stratégie en école d'ingé qui disait que la stratégie est toute simple.
c'est de savoir où est-ce qu'on met l'argent qu'on a. D'accord? Donc, soyez réaliste au sujet de votre budget et de vos ressources. C'est de prendre les ressources, que ce soit humaines ou financières, que vous avez, et vous les mettez au bon endroit que vous avez découvert sur le toit, qui est où se trouvent vos clients. D'accord? Et le dernier point, c'est accepter que ce plan est temporaire. N'oubliez pas, nous sommes dans la transformation digitale. On teste, on échoue, on corrige, on repart. Donc, en gros, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. C'est comme ça qu'on avance. La seule façon de comprendre ce qui fonctionne pour votre marque ou pour votre client est de tester, tester et tester encore plus. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix quand il s'agit de l'image ou de la couleur à utiliser. Alors faites des tests et voyez ce qui fonctionne pour votre marque. Si un canal ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'un médium ne fonctionne pas, utilisez le problème et faites d'autres tests. Si cela ne fonctionne toujours pas, concentrez votre énergie ailleurs. Si un canal est plus performant que tous les autres, il faut y consacrer plus de temps et d'argent. C'est ça la stratégie. Votre plan de marketing digital est comme un espace numérique, imprévisible et en constante évolution. Donc, les 5 étapes pour avoir sa stratégie digitale. On a pris l'exemple du marketing. 1. Définir les objectifs. 2. Effectuer un audit de l'activité marketing actuelle. 3. Être réaliste sur les ressources qu'on a, budget et ressources. 4. C'est ça, 4, oui. Découvrir où sont ses clients. Et 5. Il faut être réaliste sur son plan final qui doit être toujours en constante évolution et qui bouge permanemment, qui s'adapte permanemment et qui reste agile. Je vais vous parler rapidement de l'offre de ST Digital et je vais prendre les questions. Ça va bientôt faire 2 heures que je vous tiens en haleine. Donc, déjà, définir nos convictions. Pour nous, du moins la division conseil, l'écart reste important entre la littérature, donc ce que nous savons, et la réalité du terrain en termes de transformation digitale. Ensuite, l'ensemble des fonctions de l'entreprise est profondément transformé par les nouvelles technologies. Il n'y a pas. Nous avons un client avec lequel nous travaillons déjà bientôt 3 ans sur sa transformation digitale et après avoir défini la feuille de route, le master plan fait beaucoup d'acculturation que nous continuons à faire. Aujourd'hui, nous travaillons sur la transformation des différents départements. Donc, les ressources humaines, la DAF, la direction des ventes, la distribution. Vous voyez, à chacun des départements, on digitalise, on fait un programme de digitalisation qui découle du grand programme qu'on a déjà fait. Donc, ces différentes fonctions sont entièrement transformées, le juridique, par les nouvelles technologies. Le monde dans lequel nous sommes recouvre un ensemble de transformations qui sont à la fois digitales et technologiques, mais également et beaucoup organisationnelles, opérationnelles, humaines et environnementales, qui nécessitent une approche globale. Et c'est pour ça que nous faisons beaucoup les feuilles de route, parce que les feuilles de route prennent en compte toutes ces dimensions. La transformation digitale, toujours dans nos convictions, a des impacts importants sur les équipes, d'accord, sur vos équipes à tous les niveaux, et nécessite une approche de conduite de changement dès le diagnostic qu'on doit faire et tout au long du projet, et pour ne pas dire tout le temps, parce que c'est continu en fait. C'est un peu comme, pour faire simple, c'est un plan d'amélioration continue, transformation digitale. Avec un périmètre de départ très vaste, le projet de transformation requiert une méthodologie agile et systémique et une équipe pragmatique avec une forte expertise industrielle pour délivrer les résultats plus rapidement. Ici, en fait, ce que nous faisons, nous, à ST Digital, c'est que les équipes que je pilote qui sont à la fois organisationnelles, techniques, change, mais aussi métiers,
On a toujours quelqu'un qui comprend votre métier. En gros, si on est dans la banque, on aura quelqu'un de la banque qui va nous accompagner, mais nous avons une méthodologie standard et ce qu'on appelle la méthodologie systémique. Quel que soit lambda, on va l'appliquer. D'accord? Ensuite, euh, on a des phases. On a le diagnostic, là, j'en ai beaucoup parlé, qui réalise un diagnostic à 360 degrés, état des lieux, interview, atelier, pour comprendre la situation actuelle, ce qu'on appelle as is. Ensuite, on définit à travers l'atelier comité de direction et les différents acteurs une feuille de route autour de la maturité de l'entreprise. Rappelez-vous, il y avait la maturité des collaborateurs, la maturité de la stratégie, la maturité technologique. Donc, toutes ces maturités-là ont défini la prochaine étape dans votre industrie, en fait, la cible. Et on embarque dans l'entreprise. Donc, la seconde phase, c'est l'opérationnalisation du fameux plan de digitalisation qui est en fait une feuille de route avec toute la partie gouvernance et qui va bien et le catalogue de projets avec les prix. Donc, il est très important pour nous d'avoir ces différentes phases. Donc, ST Digital a une dimension conseil. Donc, nous sommes un cabinet conseil qui accompagne ses clients dans leur transformation, euh, dans leur développement et l'amélioration de leur performance. Donc, ce que nous faisons, c'est du conseil. Nous avons des consultants, des analystes, des directeurs. Voilà. On est sur plusieurs secteurs d'activité. J'en ai mis quelques-uns là. Donc, essentiellement en Afrique. Donc, nous sommes présents à Douala, Yaoundé, Libreville, Brazzaville, Lomé, Cotonou et Abidjan. Et nous avons une expertise sur la partie stratégie, produit, gestion de projet, portefeuille, supply chain. On a un super produit sur la supply chain qui est la gestion des fournisseurs, un portail clé en main de gestion de fournisseurs basé sur Office 365 qu'on déploie et qui intègre les trois dimensions, les clients, les partenaires et les collaborateurs. Donc voilà des choses que nous faisons. Et je vous ai remis ça en termes d'expertise et de savoir-faire. Ce n'est pas exhaustif, mais nous travaillons beaucoup sur l'optimisation des processus, la conduite du changement, la transformation digitale en elle-même, les feuilles de route. Et nous pensons que ce qui nous caractérise à ST Digital, c'est que nous savons nous mettre à la place de nos clients à travers l'écoute et l'empathie, une approche sur mesure avec un partenariat de confiance. D'accord? Cette première partie est vraiment très importante chez nous. On s'engage beaucoup sur des résultats, d'accord? Une expérience avant, une après, parce qu'on mesure, on s'adapte, on est persévérant pour atteindre des objectifs. On a une approche d'où l'ascenseur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une approche en même temps horizontale qui est transverse, de bout en bout et cross-fonctionnelle. On a une vue globale sur votre business et en même temps une approche verticale qui est une sorte de courroie de transmission entre le top management et les équipes opérationnelles. Moi, je suis un homme du terrain, même si j'ai un rôle de directeur central ou directeur groupe, je suis un homme du terrain, je suis toujours proche des équipes. C'est le meilleur endroit où on apprend le plus et c'est le meilleur endroit où on a le plus d'informations, surtout quand on est dans les accompagnements en transformation digitale. On est focus sur le contenu en termes d'expertise, d'analyse. Vous avez vu nos convictions. Euh, Nous savons mettre en musique ce que nous proposons. Donc, la mise en œuvre opérationnelle est au cœur de notre approche. D'accord? Dans les projets. On dit, il faut faire ça. Si vous nous le confiez, nous le faisons, nous délivrons. D'accord? En fonction de votre organisation et de la culture. Et en même temps, on essaie de développer l'autonomie qui est la vôtre pour un impact durable et des solutions pérennes. On est authentique. Euh, quand on fait la transformation digitale, on la fait vraiment. C'est pas, nous, on n'est pas dans le gadget. On fait vraiment la transformation digitale. Je vais essayer de remettre les valeurs qui sont les nôtres, engagement, empathie, esprit d'équipe, entrepreneuriat, ouverture et leadership. C'est quelques-unes de nos valeurs. On en a plusieurs, mais c'est celles qui nous portent vraiment à la division conseil que je pilote en plus des ventes au niveau groupe. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé de résumer 3 webinars en un seul, Jean-Philippe. Donc, je ne sais pas si vous avez tout compris ou vous avez besoin de Ça, c'est à peine précision. noté. Donc,
Il est 18 heures. Désolé de vous avoir pris autant de temps. C'est l'heure de l'apéro, du moins chez moi au Cameroun, et où je me trouve. Et je vous dis bien le bonsoir où que vous soyez. Et je suis disponible à répondre à vos questions s'il y en a. Jean-Philippe dans le chat, s'il y en a. Sinon, vous pouvez ouvrir vos micros et prendre la parole pour me poser une question. Et c'est avec plaisir que je vais apporter la réponse. Voilà. La parole est à qui veut la prendre. Sur la supervision de Monsieur Laguna. On est, du point de vue du chat, on est bon. Pas trop de questions. Effectivement, un webinaire très complet. Merci pour l'effort, voir la performance, Joël, de résumer. C'est ce qui devait être 3 webinaires en un seul. Ça a duré le temps, mais effectivement, je pense que voilà, même malgré beaucoup d'informations, le message est passé. Et c'est un message assez englobant sur les enjeux de la transformation digitale, ce qui au final n'est pas une mauvaise chose. Donc, comme indiqué, effectivement, c'est le moment des questions-réponses. Si vous avez des questions, je vous invite à lever la main ou à ouvrir le micro directement pour intervenir. Et Joël est à votre disposition pour répondre. Et pendant ce temps, je vous mets à disposition notre enquête de satisfaction sur le chat. Merci de sélectionner, après avoir répondu juste aux premières petites questions webinaire dans les catégories. C'est très important pour nous et vous pouvez ainsi également mettre en commentaire vos éventuels intérêts pour d'autres webinaires, effectivement. Et je vous avais dans le chat également, si vous voulez nous contacter, notre adresse email que je vais remettre quand même. Eh oui, effectivement. Effectivement, ça aurait été mieux de découper. Mais peut-être des questions dans un premier temps. Bon, je crois que tout le monde a soif là, non? Voilà, je pense qu'on peut remercier tout le monde d'avoir suivi. Effectivement, on a quand même des normes, j'ai envie de dire, sur les webinaires de ne pas dépasser 1 heure avec les questions. Et là, on a largement dépassé, j'ai envie de dire. Donc, on comprend effectivement que c'est un peu compliqué de digérer tout ça en si peu de temps et de revenir si vite avec des questions, j'ai envie de dire. Donc, je dépose voilà, l'enquête de satisfaction, le lien. Je vous ai mis en début de conversation de chat le lien vers notre page YouTube. Je pense que ça sera très intéressant de retrouver ce webinaire tranquillement sur notre page YouTube dans un second temps. Vous avez le lien de la chaîne sur le chat également. Et encore une fois, merci Joël. Et nous vous donnons rendez-vous je pense qu'à la mi-mois prochaine pour un prochain webinaire. Et nous vous remercions beaucoup de votre fidélité pour ces rendez-vous. Merci à tous. Merci à tous. Si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers vos contacts ST Digital. On peut organiser des sessions, notamment pour les clients fermés, sur des problématiques ou des thématiques spécifiques, rien que pour vous. Donc, si vous voulez finir par ça. Oui. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. C'est parfait. Effectivement, très important de le préciser. Ce type de présentation est disponible chez nos clients de toute la sous-région pour vos comités de direction, bien évidemment. Pas de problème. Voilà. Bonne fin de journée et bonne soirée à tout le monde.